Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube du groupe IGF. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons passer en revue les éléments importants à connaître de la carte mère d'un ordinateur. Il y aura d'autres vidéos sur les différents composants d'un PC. Et donc ici, nous allons voir les grandes lignes, hein. Pas l'intégralité de ce qu'il faudrait savoir, hein, mais c'est très vaste une carte mère. Alors, nous allons commencer tout de suite. C'est parti. Alors, la carte mère est le support principal de votre ordinateur puisqu'il va supporter l'ensemble des éléments que possède votre ordinateur. Alors ici, nous avons pour exemple, hein, mais il y en a bien d'autres, hein, évidemment, la ASRock B550 style légende, hein, qui est une carte mère un peu haut de gamme, hein, c'est du gamer, hein, c'est pour accroître évidemment les capacités d'une machine, hein, que l'on va placer ce genre de carte mère, mais elle retrouve évidemment les spécificités que l'on peut retrouver sur n'importe quelle autre carte mère. Donc ces cartes mères sont des circuits imprimés principalement et des ports de connexion qui vont permettre de connecter l'ensemble des périphériques de votre système. Donc son rôle, comme je viens de le dire, c'est de permettre la connexion de l'ensemble des composants du micro-ordinateur. Et elle est équipée également d'un programme qu'on appelle le BIOS pour Basic Input Output System, qui est un programme interne à cette carte permettant d'identifier l'ensemble des composants qui sont connectés sur la carte mère, de façon à ce que lorsque le système d'exploitation démarre, Windows ou macOS ou Linux ou ce que vous voulez, eh bien ce système connaisse la configuration sur laquelle il tourne. Et c'est le BIOS qui informe le système d'exploitation de l'ensemble de ces éléments. Alors, la première chose que l'on peut évoquer, c'est ce qu'on appelle le facteur d'encombrement. Alors, ce qu'on entend par facteur d'encombrement, c'est tout simplement la géométrie de la carte afin de pouvoir la placer dans un boîtier adéquat, parce que sinon, ça risque de coincer. Si elle est trop grande, elle ne rentrera pas dans votre boîtier, donc il y a des normes de taille, si vous préférez. La plus répandue étant l'ATX, qui a une taille de 305 mm multipliée par 244. On a la micro ATX, plus petite, permettant d'être configurée dans des tours plus petites. Et puis on a toute une déclinaison de suite, la Flex ATX, la Mini ATX, la Mini ITX, la Nano ITX, la BTX, et encore, il y en a encore, hein. Je ne vous ai pas mis l'ensemble de ces facteurs disponibles suivant les fabricants. Donc voilà, le facteur d'encombrement est une première chose à prendre en compte avant d'acheter votre carte mère ou le boîtier, suivant dans l'ordre dans lequel vous faites les choses. Si vous achetez le boîtier, avant, eh bien, renseignez-vous sur le facteur d'encombrement qu'il va accepter avant d'acheter la carte mère, car sinon, elle risquerait de ne tout simplement pas rentrer dans votre boîtier. Le chipset. Alors, le chipset, c'est le circuit électronique qui gère les échanges des données entre les différents composants, processeurs, mémoire. Et bien sûr, plus il est récent, plus la machine sera compatible avec de nombreux composants et nouveautés disponibles sur le marché. Donc, il est conçu pour fonctionner avec un type de processeur qui est donné, hein, évidemment. On ne peut pas placer n'importe quel processeur sur n'importe quel chipset, ça serait trop beau. On le décompose en deux puces, le North Bridge et le South Bridge. Alors ça, c'est en raison du placement géographique sur la carte mère, hein. Donc le North Bridge, on le trouve également sous l'appellation, enfin l'acronyme SPP, pour Standard Parallel Port, qui gère donc les échanges entre le processeur et la mémoire. Et bien sûr, il est géographiquement placé
proche du processeur avec lequel il communique. Le Southbridge, acronyme MCP pour Media and Communication Processor, gère lui l'Internet, l'USB, le firewall, afin d'autres fonctions que le Northbridge. Alors le CMOS et sa pile, alors le CMOS c'est l'acronyme de Complementary Metal Oxide Semiconductor, est un circuit qui conserve des informations essentielles au système, comme l'heure, la date, et c'est lui en fait qui va donner les indications au BIOS. Tout ce que connaît le BIOS en fait est stocké dans ce circuit. C'est pourquoi lorsque vous coupez l'électricité de votre machine et que vous la rallumez, eh bien tout reste en place, et notamment l'heure et la date, puisqu'elle est stockée dans cette mémoire qui est alimentée par une pile et qui donc ne craint pas la coupure de courant, bien sûr, elle conserve tout en place. Le BIOS, donc on l'a déjà évoqué, c'est le programme basique, d'ailleurs comme son nom l'indique, interne à la carte graphique qui va gérer tous les composants qui y sont reliés. Alors donc au démarrage, il faut, pour rentrer dans le BIOS, dans la plupart des cas, mais ça peut changer suivant les constructeurs, au démarrage appuyer sur la touche SUP pour y accéder. Mais voilà, c'est pas gagné. Certains constructeurs demandent une autre manipulation pour pouvoir entrer dans le BIOS, mais c'est souvent indiqué. Alors c'est vrai que ça va vite, surtout si vous êtes sur un disque dur SSD au démarrage, mais voilà, faites bien attention au démarrage de la machine et on vous indiquera comment rentrer dans le BIOS. Sinon, bien sûr, reportez-vous à la documentation de votre machine. Alors les informations sont fournies au CMOS afin de les rendre accessibles dès la mise sous tension de la machine. Voilà. Un exemple de BIOS, donc vous voyez que ce sont des systèmes assez basiques. C'est pas beau, ça n'a pas vocation à l'être, puisqu'il est vraiment destiné à régler certaines choses, sur quoi doit booter la machine, démarrer la machine, quels sont les disques durs de connecter, la mémoire, etc. On va tout pouvoir gérer là-dedans. Voici un autre exemple de BIOS, tout aussi laid, mais leur fonction n'est évidemment pas d'être un programme utilisé tous les jours. Donc effectivement, les constructeurs ne se donnent pas beaucoup de mal, encore que ça s'arrange un peu. Enfin bon, c'est toujours très très basique. Mais encore une fois, dans BIOS, on a Basic, Basic Input Output System. Donc ça permet notamment de spécifier sur quoi doit booter la machine, dans l'exemple que l'on voit à l'image. Les supports du processeur, alors c'est ce qui va tout simplement le tenir en place sur la carte mère. Donc on en a deux types, soit les slots, soit les sockets. Donc le slot, ça ressemble à ceux disponibles pour les cartes d'extension, pardon. Il reçoit des processeurs qui s'en fichent verticalement dans la fente, mais le plus souvent, vous aurez affaire au socket, qui est un connecteur carré qui possède plus d'une centaine de fiches. Il faut faire très attention d'ailleurs lorsque l'on place son processeur sur ses supports, sur ses sockets. Et ces fiches vont permettre au connecteur du processeur de se mettre en place. Alors il ne faut pas se tromper de sens, c'est pour cette raison-là qu'on trouve ce qu'on appelle un ZIF, Zero Insertion Force, sur ces sockets qui permettent, alors on a un levier qu'on lève pour retirer le processeur ou qu'on abaisse pour le mettre en place, qui permet de connecter sans forcer le processeur au risque bien évidemment de l'abîmer. Donc un processeur, en voici un. Donc on voit bien tous les petits picots qui se trouvent sur le verso de mon processeur, et c'est eux qui vont venir s'insérer sur le socket. Et nous avons ici un marqueur qui permet de voir le sens dans lequel il faut
positionner ce processeur, ce marqueur qui est là, on le retrouve sur la carte mère, de façon à ne surtout pas se tromper de sens, car on risquerait d'endommager le processeur, ce que, évidemment, on va tenter d'éviter. Les ventirades sont des ventilateurs, ni plus ni moins, mais que l'on va déposer au-dessus du processeur, car un processeur produit énormément de chaleur, à tel point que s'il n'est pas ventilé, eh bien, il pourrait tout simplement fondre. Enfin, pas lui, mais ses composants. Donc, pour éviter ça, eh bien, systématiquement, on va mettre en place un ventilateur au-dessus du processeur. Donc ici, je vous ai mis deux modèles. Ici, un modèle assez simple qui vient se positionner au-dessus. Et les deux se positionnent au-dessus, mais celui-là, hein, il est équipé de cette grosse grille qui va accroître les capacités du ventilateur afin de mieux aérer votre processeur. Donc là, on a un ventirad haut de gamme. Hein. Alors la mémoire vive, que l'on appelle également RAM pour Random Access Memory, mémoire à accès aléatoire, c'est-à-dire la mémoire dans laquelle l'ordinateur va stocker tout ce qui est nécessaire à son travail à un instant T. Donc cette mémoire vive, c'est un peu la mémoire de travail de l'ordinateur. A contrario, on trouve également la mémoire ROM, donc ne les confondez pas, pour Read Only Memory, qui, elle, stocke les données essentielles au BIOS, qui sont transmises après au CMOS, etc. Donc, les connecteurs que l'on trouve sur une carte mère permettant de connecter les mémoires vives RAM ont cette forme-là. Donc, on a des boutons poussoirs que l'on tire vers l'arrière, puis on insère la mémoire. Donc là, ici, vous avez un exemple de mémoire qui vient s'insérer, clac, à l'intérieur. Et en appuyant, vous allez voir que normalement, les connecteurs que l'on avait retirés vers l'arrière vont se repositionner en faisant un clac pour maintenir en place votre mémoire vive. Alors ici, on a 3 emplacements. Ça, c'est fonction de votre carte mère. Encore une fois, faites attention à la mémoire que vous mettez à l'intérieur. Renseignez-vous dans la documentation de votre carte mère, car elle n'acceptera évidemment pas n'importe quelle mémoire. Donc faites attention en achetant ces mémoires. Il est recommandé de mettre la mémoire au maximum. Bon, moi j'ai une 64 Go de mémoire vive, c'est peut-être pas forcément utile, mais lorsque l'on fait notamment de la 3D, de la modélisation 3D, on a besoin, ou de la vidéo notamment, on a besoin de beaucoup de mémoire vive. Et donc c'est pourquoi j'ai monté moi à 64 Go, mais bon, aujourd'hui 8 Go permettent de travailler convenablement pour des tâches basiques, enfin classiques. Voilà pour cette première approche des composants. Il y aura évidemment d'autres vidéos. La prochaine qui suivra concernera encore la carte mère, mais au niveau de ses connecteurs. Voilà, à bientôt sur la chaîne YouTube du groupe IGF. Bye bye.